Ces spectacles, cette conférence gesticulée, était à la base un spectacle clown. J'avais commencé à le faire et c'était sur les inégalités et sur l'éducation et avec plein de chaussettes. Mais ce clown, il avait trop de choses à dire. L'acteur lui donnait beaucoup trop de choses à dire et à un moment donné, il a dit stop, je ne veux plus. Il a missionné. J'ai mis sur internet le teaser et ça fait 40 minutes. Et en fait, il y a 5 teasers, mais bon. Donc les clowns, ils balaient et ils travaillent dans un hôtel. C'est un hôtel infini. Un hôtel plus grand que n'importe quel hôtel parce qu'il y a une infinité de chambres dans cet hôtel. Et les clowns, ils balaient comme ça pendant 40 minutes. Bon, j'aurais plus besoin du balai. Et du coup, il balaie, mais il gère aussi les réservations. Ça, on ne voit pas dans les teasers. Et dans les réservations, gérer les réservations d'un hôtel infini, c'est quand même pas facile. Mais il a eu la chance parce qu'on appelle, premier jour on appelle, il répond, et c'est un dentiste. Ils appellent pour un colloque interuniversel des dentistes. Une infinité de dentistes vont venir dormir une nuit dans l'hôtel, c'est parfait, c'est génial. Il est content, il met toutes les chambres réservées pour les dentistes. Et quelques minutes après, encore un appel, un proctologue. Et le proctologue, il dit, nous aussi on organise un colloque interuniversel, on est une infinité, on veut aller ce jour-là, et il y a les dentistes déjà. Comment on peut faire le clown pour résoudre ces problèmes? C'est un problème avec l'infini. Oui. L'infini, c'est quelque chose que j'ai rencontré très petit et ça m'a accompagné toute ma vie. Toute ma vie. À un point où je suis devenu infinitologue avec le temps. Et j'ai découvert l'infini avec mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais un jour je lui ai posé la question, qu'est-ce que c'était l'infini? Et on était en train de petit déjeuner, il a pris sa tasse de café et il a commencé à tourner en rond comme ça avec son doigt. Il m'a regardé. Et moi, je ne comprenais pas. Au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre que, en fait, ça pouvait jamais s'arrêter. Et ça m'a vraiment touché d'une façon incroyable. Parce que moi, j'étais un garçon très rêveur. J'ai passé mon temps à rêver, à regarder les étoiles, à regarder la lune. Et savoir que l'infini pouvait être là, dans ma main, ça me paraissait un truc fou. Et donc, j'ai rencontré l'infini là, cet infini-là. C'est l'infini, disons l'infini potentiel. L'infini du clown, c'est un infini actuel, c'est-à-dire qu'il existe. Il existe ici, mais il existe. Alors, comment il a fait les clowns? Parce qu'il ne va pas refuser à une infinité des clients, quand même. Donc, il a fait tout simplement ça. Il s'est dit, bon, ben, je vais mettre les dentistes dans les chambres impaires. Proctologue, dentiste, proctologue, dentiste, proctologue, comme ça jusqu'à l'infini. J'aurai dans toutes les chambres impaires des dentistes et dans toutes les chambres paires des proctologues. Comme ça, ils seront bien entourés. Et voilà. Donc l'infini, parfois, c'est très facile. Oui. Infini plus infini égale infini. Vous voyez, les maths, c'est ça. Et j'ai rencontré un troisième type d'infini, bien d'années plus tard. En fait, je l'avais rencontré avant parce que je suis né en Colombie. Vous allez voir la relation, le rapport. Alors, je l'ai rencontré plus tard parce que j'ai travaillé dans une école alternative. Et dans cette école alternative, tous les matins, on se réunissait, on était là à discuter avec des jeunes, de tous les sujets possibles. Et ces jours-là, on se demandait qui était la personne que l'on admirait le plus. Vraiment, grande admiration, notre idole. Et un des enfants a dit, moi c'est Elon Musk. Je ne savais pas qui il était. Et du coup, on a regardé sur Google qui était ce type-là. Il se trouve que c'est un type très riche, il avait une fortune de 20 milliards de dollars, c'était en 2018. Depuis, ça a augmenté, mais je crois que pour l'instant, c'est à peu près 200 milliards. C'est un truc complètement absurde, et là, du coup, moi, j'étais prof de maths à la base, et j'ai voulu essayer d'exprimer ce que c'était, c'est 20 milliards de dollars, c'est 200 milliards. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'époque. À l'époque, on l'a fait avec plein de choses, avec le temps, imaginons par exemple qu'on mettait des billets dans l'école, si ça rentrait, si on voulait mettre 200 milliards.
Mais en faisant mon spectacle de clown, j'ai trouvé une autre façon. Là, vous avez 100 chaussettes. C'est un outil pédagogique de haut niveau. Et comme il y a 100, ça nous permet de faire les pourcentages d'une façon vraiment facile. Du coup, de 200 milliards de la fortune d'Elon Musk, cette chaussette-là représente 2 milliards. Bravo. Et du coup, j'avais coupé un petit bout. On peut couper. Pour tricoter une chaussette, il faut à peu près 500 mètres de... Voilà, et là. Il faut à peu près... J'ai coupé trop. Et il faut à peu près 500 mètres. Donc, les patrimoines moyens d'un Français, c'est 48 000 euros. Donc, ça va faire un peu moins de 20 centimètres. Voilà. Ces petits bouts de fil. Et ça représente les patrimoines d'un Français. Si on se dit, par exemple, un Colombien, ben, ça serait à peu près la moitié, un peu moins de la moitié. Et là, il y a ce qu'on appelle une inégalité. C'est un concept mathématique aussi. Et c'est une inégalité telle, d'une telle magnitude, qu'on pourrait dire qu'elle est infinie. En tout cas, pour moi, elle l'est. Parce qu'à partir de ça, de la même façon qu'il y a des chambres, ça veut dire que je ne pourrais jamais aller à la fin de l'hôtel, là, avec ça, on n'arrivera jamais à ça. Oui. Réunissons des copains, chacun avec son petit bout pour faire autant de chaussettes, ben, c'est pas possible. Donc, ce jour-là, avec ces gamins-là, j'ai découvert, disons, un concept, mais je connaissais déjà. Je vous ai dit, je suis né en Colombie où il y avait énormément d'égalité à l'époque, encore aujourd'hui. Et du coup, ça m'a fait découvrir ce concept, inégalité infinie. Donc, un troisième type d'infini. Je ne vais pas vous parler des autres, ni des différents types d'infini, parce que il faut savoir, au début, ma conférence parlait à peu près 90% mathématiques, 10% et maths, on dit qu'il y a 3 types de personnes, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas compter. Donc, ça parlait 90% des maths et 10% de tous les restes. En fait, il y avait trop de maths, je parlais de l'action du choix, je faisais tout un parcours des actions, des postulats mathématiques depuis Euclide jusqu'à maintenant. Mais je me suis résolu à vous parler de ce qui me tient en fin de compte plus à cœur. Parce qu'il faut savoir que je suis un matheux, un vrai matheux. Et la question avec laquelle je voulais commencer ma conférence, c'était: est-ce qu'il y a des personnes nulles en maths dans la salle? Mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé de ne pas le faire parce que c'est pas terrible d'être nul en maths. C'est vraiment un calvaire. Et oui, il y en a qui sont fiers en plus. Mais ça veut dire que si on a été à l'école, on a dû endurer des années et des années d'un calvaire. De vraiment être assis à écouter des trucs chiants. Oui. Et moi, je sais aussi ce que c'est être nul à l'école. Pas en maths j'étais bon. Ça allait en maths. Même si j'avais pas de cahier, mais ça allait. Et moi, c'était tous les restes qui posaient problème. Et être nul à l'école, pour moi, c'était un cas vraiment, vraiment dur. Et j'étais dans une famille, on était papa, maman et 2 enfants. Très classique. Petit bourgeois, tranquille. Et tout s'est passé très bien. Si vous connaissez La Petite Maison dans la Prairie, on était à peu près la version de cette série, mais en Colombie, à Bogota. Tout était très bien, on était super et tout ça, jusqu'au moment où ça a commencé à m'amener à l'école pour moi. Et j'ai commencé à mentir. J'ai commencé à sentir que je n'étais pas à l'auteur de ce qu'on demandait de moi. Au début des 6e, j'ai réussi à récupérer 2 cahiers de correspondance. Dans un cahier, j'ai noté tout ce qui devait être, donc mes bonnes notes, les devoirs que je n'avais pas, donc il y avait très rarement de devoirs. Et dans l'autre, je mettais les mots des profs, les rendez-vous, tous les trucs qui n'allaient pas. Donc j'ai commencé à mener une espèce de double vie qui n'a pas duré parce que j'étais vraiment très désorganisé. Désordonné, du coup ça n'a pas tenu.
Mais bon, être nul à l'école, c'est vraiment pas terrible. Et j'étais pas simplement nul à l'école en tant qu'élève, parce que j'étais un élève nul, et j'étais nul en tant que prof. Il se trouve que j'étais un prof de maths nul. Oui. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un prof de maths nul. Parce qu'il paraît qu'il y en a quelques-uns. Et comme je disais à mes élèves qu'on disait qu'ils étaient nuls, je ne comprenais pas. D'ailleurs, je suis en train de traduire ces conférences en espagnol et je me rends compte que dire être nul au maths, c'est bizarre en espagnol, on ne dit pas ça. On dit j'ai des difficultés. Mais en France, on dit je suis nul, je suis zéro. Du coup, ce que j'ai commencé à dire à mes élèves, vous ne devriez pas dire que vous êtes nul, vous devriez dire que vous êtes inadapté. Et le truc, c'est que s'adapter, c'est pas forcément un truc bien. L'institution, qu'on sait à quoi on nous demande de nous adapter, c'est pas terrible. Donc, à un moment donné, je me suis un peu remis de mon expérience à l'éducation nationale. Et je me suis dit, en fait, j'étais un prof inadapté. Et l'inadaptation, ça me connaît. Je suis colombien, par exemple, je ne sais pas danser. Il faut savoir, être un Colombien qui ne danse pas, pour la socialisation, c'est comme un Français qui ne mange pas. On est un peu à la marge. Et en fait, oui, j'ai appris à danger dans un stage de clown. Mais ça ne compte pas. Donc, ça me connaît l'inadaptation. Alors, je suis sorti de l'éducation nationale et je me suis mis à faire une activité qui m'a paru évidente à ce moment-là, c'est les tricots. J'avais rencontré une Espagnole qui tricotait beaucoup, qui faisait du crochet. J'ai oublié mon tricot, excusez-moi. Et je me suis mis très vite à tricoter. À tricoter et tricoter. Ça m'a aidé à penser, à chercher d'autres choses, à voir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie après. Et en quelques mois, j'ai commencé à donner des cours de tricot, à faire des ateliers de tricot. Tout était tricot, vous voyez, j'étais un peu habillé comme ça, il me manque le bonnet. Vous voyez, peu importe l'époque de l'année, j'étais un peu comme ça. Bon, là, il ne fait pas assez froid. Et j'étais dans un cours de tricot, du coup. Et j'ai discuté avec mes camarades tricot, avec des aiguilles et tout. Je suis un expert à récupérer des petits points qui s'échappent comme ça très loin. Et là, j'entends derrière moi qu'on parle d'éducation. Il y a une femme qui s'appelle Aminata, qui est travailleuse sociale et qui a 2 enfants, qu'elle a élevés toute seule, et qui parle des problèmes scolaires de ses enfants. Vraiment, j'entends quelque chose de particulier dans sa voix. Et moi qui m'étais dit, école plus jamais, je ne veux plus jamais mettre les pieds dans les écoles et tout ça, j'ai fini par délaisser les tricots et me mettre à écouter. J'allais se planter la petite dame qui était avec moi. Et du coup, je me mets dans la conversation. De cette conversation sort l'envie de lancer un groupe de discussion sur l'école. Et c'est tout ce qu'on faisait là, c'était dans un endroit qui s'appelle les Cafés Sauvages. C'est un café animé par une association qui s'appelle Bande des Sauvages à Caen. Et dans cette association, je m'occupais de faire des cours de tricot, de faire à manger pour des groupes, et j'aidais aussi à fabriquer les programmes. Et Aminata cuisinait et il fabriquait de la lessive fait maison. Donc, on faisait tout ce qu'on voulait. Une fois par semaine, il y avait un copie dans lequel on décidait qu'est-ce qu'on allait faire, où est-ce qu'on allait. Et du coup, de cette association, Café Sauvage, est née l'idée de faire une école, qui, à l'interne, s'appelait l'école sauvage. On ne pouvait pas l'appeler comme ça, vous imaginez, Aminata et Juan Felipe, l'école sauvage, avec des pulls comme ça. Donc, on a créé cette école qui a l'expérience est allée entre 2017 et 2000. Oh là là, disons, ça a duré 3 ans à peu près. Et c'est fini au premier confinement. Cette école-là, en visio, ça ne marchait pas, c'est clair. Et après le premier confinement, on a dû fermer. Et tout de suite, bon, on avait une page Facebook, un site web, et je me suis dit, bon, je vais faire une sorte de bilan, dire ce qui s'est passé, expliquer, raconter un peu l'expérience. Sauf que j'y arrivais pas. Je me disais, on a vécu des choses géniales, c'était super, les enfants c'était bien et tout ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas, et j'y arrivais pas. Donc j'ai laissé un peu passer le temps.
Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un problème. J'y arrivais pas parce que ce qui m'a dérangé, j'arrivais pas à mettre des mots dessus. C'est que j'avais un problème, c'est qu'il se trouve que j'étais analphabète politique fonctionnel. Vous savez ce que c'est un analphabète fonctionnel? On n'utilise pas les mots en France, on dit illettré. Ça fait plus classe, j'imagine. C'est-à-dire qu'il y a des analphabètes qui sortent de l'école en France, ça fait pas bien. Donc un analphabète fonctionnel, c'est une personne qui peut lire, vous lui passez un texte, la personne lit. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à comprendre, n'arrive vraiment à saisir l'essence de ce qui lui arrive. Donc moi, j'avais tout en main, j'avais tout ce qui s'était passé. J'avais en plus quand même une certaine éducation politique, si l'on veut, mais je n'arrivais pas à déchiffrer, à donner sens à cette expérience. J'étais bloqué. Alors, il fallait m'alphabétiser. Et en termes d'alphabétisation, il y a quelqu'un qui est très important pour moi, mais aussi en tant que pédagogue, surtout parce qu'il est latino-américain aussi, c'est Paulo Freire. C'est un Brésilien qui est un pédagogue qui a créé une bonne partie de la culture populaire pédagogique en Amérique latine, et il travaillait avec l'alphabétisation. Et sa méthode d'alphabétisation mettait un certain nombre de personnes, disons par exemple 9 personnes, qui racontaient leurs histoires, qui racontaient leur vécu, leur travail, leur vie, tout. Et de ça, on sortait quelques mots. C'est des personnes analphabètes dont je parle. Et ces mots-là, on apprenait à les lire et à les écrire. C'est pas pareil d'apprendre à lire et écrire avec pipa, maman, et chien, qu'apprendre à lire avec des mots comme travail, comme souffrance, comme enfant, comme joie, comme famille. Et ça prend à peu près 30 heures. Les adultes apprennent à lire en 30 heures, c'est à peu près sur 3 mois, 2 semaines par semaine. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Je n'ai pas fait avec lui parce qu'il est décédé il y a déjà quelques années. Je l'ai fait avec une association qui s'appelle l'Ardeur. Donc, j'ai fait un peu mon alphabétisation. Et ce qui va suivre, là, pendant je ne sais pas combien de temps, maximum 1h30, je ne sais pas si on compte ce qui s'est passé ou pas. Et ce qui va suivre, donc, c'est le résultat de ce chemin vers mon alphabétisation. Et je vais essayer de répondre à la question, est-ce que l'école que j'ai créée, cette école qu'on a fait en fait dans l'objectif d'échanger le monde, est-ce qu'elle est plus à même de produire de l'indignation et de l'envie d'agir et par rapport à des injustices comme celle d'Elon Musk et tout ça, est-ce que dans cette école, avec des écoles comme ça, on pourra vraiment changer le monde, changer les choses? Ou est-ce que c'est la même chose à la fin? Donc, une alphabétisation, et ça commence, il y a tous les parcours. Oui, vous n'attendez pas que je vous donne tout de suite la réponse. Donc, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette école déjà. Et bon, c'est bon? Donc, si vous êtes avec moi, je vais commencer par un mot du coup. C'est un mot qui résonnait dans ma tête, un peu comme après un concert de punk. Vous avez qui? Moi, j'avais une sorte d'acouphène qui était un mot, et c'était le mot cadre. Je suis sorti de l'école traditionnelle, de l'école républicaine, appelons-la comme ça pour l'instant, et avec les mots cadre qui me sifflaient dans les oreilles. Et est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mimer les mots cadre avec vos mains, vos bras, vos mains? Voilà. Un rectangle. Oui, c'est bien. Ah oui, c'est un...